Voilà, arrivée à Moscou, la délégation américaine dépêchée dans la capitale russe est arrivée tout à l'heure. Elle fait route, vous allez le voir en images, direction le Kremlin. Important dispositif et convoi pour transporter Jared Kushner et Steve Witkoff, les deux hommes qui vont rencontrer tout à l'heure, dans quelques heures, Vladimir Poutine, le président russe, qui va les recevoir en personne. Séquence annoncée aux alentours de 15-16 heures. Évidemment, il y a beaucoup d'attentes côté américain. La Maison-Blanche s'est dite hier très optimiste. Mais au fait, que veulent les Russes exactement de ce moment? Quelles sont leurs revendications? Explication signée Julien Dubois. Regardez. Quelles exigences Vladimir Poutine va-t-il mettre sur la table lors de sa rencontre avec Steve Witkoff? Sur le front, la Russie est en position de force avec une avancée significative. Elle a revendiqué hier la prise de Pokrovsk, une ville clé pour l'armée ukrainienne. Kiev affirme que les combats se poursuivent dans la ville. En un mois, les Russes ont pris 701 km² de territoire aux Ukrainiens, une des conquêtes les plus importantes en plus de 3 ans de guerre. La semaine dernière, Vladimir Poutine affirmait une de ses conditions pour parvenir à la paix. Si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire. Le président russe n'a pas précisé s'il parlait uniquement des territoires de Donetsk ou Louhansk ou s'il incluait Kherson et Zaporijia dans cet ultimatum, deux régions où les forces ukrainiennes résistent encore. Vladimir Poutine souhaiterait aussi que la Crimée, annexée en 2014, soit reconnue comme russe, y compris par les États-Unis. C'est en tout cas ce qui figurait dans la première version d'accord en 28 points, présentée il y a plus d'une semaine. Un premier projet d'accord jugé très favorable à la Russie, qui a depuis été amendé, notamment lors de négociations à Genève. Sur le plan militaire, Moscou refuse depuis plusieurs mois un cessez-le-feu et aimerait une réduction des effectifs de l'armée ukrainienne et également une non-intégration de son ennemi à l'OTAN. Alors que les discussions américano-ukrainiennes ont été jugées productives par les deux parties ces derniers jours, reste à savoir si la rencontre entre Steve Witkoff et Vladimir Poutine n'entraînera pas une nouvelle volte-face de la diplomatie américaine concernant la question ukrainienne. Voilà, on vient de rappeler les exigences russes. C'est bon de se rafraîchir la mémoire. Ça nous rappelle l'intransigeance finalement de Vladimir Poutine dans ce contexte quand même très optimiste que nous montrent les Américains. On a entendu Trump et la Maison-Blanche hier dire à quel point ils attendaient de cette séquence. Qu'est-ce qu'on va se dire concrètement? On ne sait déjà pas, Anne Corpet, quelle version du texte du plan de paix américain on va présenter aux Russes aujourd'hui. Alors effectivement, c'est la version amendée par Kiev et les Européens au cours d'intenses négociations la semaine dernière qui va être présentée à Vladimir Poutine. Mais d'abord, je crois qu'il faut revenir sur qui va en parler à Moscou. Steve Witkoff, dont la proximité avec le Kremlin a été démontrée par les révélations de l'agence Bloomberg la semaine dernière. Si on lit le script de ces conversations avec ses interlocuteurs russes, on est loin d'un médiateur impartial. C'est d'ailleurs la 6e fois qu'il se rend à Moscou. Steve Witkoff, émissaire pour l'Ukraine, il n'a jamais mis les pieds à Kiev. Il est accompagné par Jared Kushner, donc le gendre de Donald Trump. Et comme Steve Witkoff, Jared Kushner n'a pas du tout le profil d'un diplomate. Il a, comme Steve Witkoff, le profil d'un homme d'affaires. En fait, l'objectif de ces deux hommes, c'est plutôt de négocier des opportunités de contrats pour les États-Unis, des opportunités économiques, tout simplement. Et il est significatif que Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a présidé à toutes les négociations la semaine dernière sur le plan de paix avec les Européens et les Ukrainiens, Marco Rubio ne va pas à Moscou. Pourquoi? Parce que lui, il est beaucoup plus méfiant à l'égard des Russes et il a une claire vision des enjeux géopolitiques. Lui, son objectif, c'est pas de soutirer des contrats commerciaux avantageux à Moscou. Alors, les deux émissaires américains vont donc montrer à Vladimir Poutine ce plan amendé dont on ne connaît pas le contenu. Hier, Emmanuel Macron, à l'issue de sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, a dit qu'on n'était pas aujourd'hui à proprement parler dans un plan qui soit finalisé. Nous en sommes encore à une phase préalable, a dit le président français, qui s'est entretenu avec Donald Trump, notamment au sujet des garanties de sécurité nécessaires pour l'Ukraine.
Voilà, personne à peu près, à part les Américains, finalement, envisage une issue aujourd'hui. On est quand même en train de vivre depuis quelques jours, quelques semaines même, un intense ballet diplomatique. Volodymyr Zelensky était à Paris, reçu à l'Élysée hier par Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui, d'ailleurs, on a les images en déplacement en Irlande, où il a d'ailleurs accusé la Russie d'utiliser cette séquence pour tenter de peser sur les sanctions américaines à l'égard de l'économie russe. Volodymyr Zelensky, donc, qui commente lui aussi à distance cette séquence. La pression, elle est forte pour que ça fonctionne, Anne Corpé. Il y a des pressions qui viennent à peu près de tous les côtés, européens, ukrainiens, américains évidemment d'abord. Est-ce qu'il y a une chance que cela fonctionne ? Bon, alors ça, moi, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas lire dans l'avenir. C'est vrai que la porte-parole de la Maison-Blanche s'est dit hier très optimiste sur la possibilité d'un accord, que la chef de la diplomatie européenne a dit que c'était une semaine cruciale sur le plan diplomatique. On peut constater que Volodymyr Zelensky cherche à mobiliser ses alliés européens. Mais enfin, de son côté, le porte-parole du Kremlin a dit ce matin que Moscou entendait utiliser ces négociations pour atteindre les objectifs de Vladimir Poutine, et celui-ci maintient ses exigences maximalistes. Il veut non seulement annexer les trois régions, enfin affirmer sa souveraineté sur les trois régions qu'il a officiellement annexées, mais il voudrait que les États-Unis et d'autres pays reconnaissent finalement que ces territoires sont bien russes, une manière de rendre leur conquête irréversible. Bon, en réalité, on a l'impression que Vladimir Poutine veut surtout acheter du temps, parce que il est persuadé de pouvoir l'emporter à terme sur le terrain. Il est galvanisé par l'avancée de ses troupes au mois de novembre. C'était la plus forte progression mensuelle depuis un an, avec la conquête de plus de 700 km² de territoire. Et puis on le voit bien que Vladimir Poutine est dans une posture de combattant. Il a été visiter un avant-poste en uniforme. Il a ordonné à sa hiérarchie militaire de faire en sorte que ses soldats soient le mieux équipés possible pour affronter l'hiver. Ça veut bien dire qu'il n'est pas dans l'idée d'un cessez-le-feu dans une échéance très proche. Et puis, il a l'annonce qu'il a faite hier de la prise de Pokrovsk, même si elle est contestée par les Ukrainiens, en fait, vise à convaincre cette délégation américaine que l'Ukraine approche d'une défaite inéluctable. Mais c'est vrai que Moscou, comme Kiev, est sous la pression des Américains qui veulent, enfin Donald Trump veut absolument aboutir à un accord. Donc on peut imaginer que Vladimir Poutine va tergiverser et présenter donc sa propre version d'un nouveau plan dit de paix. Mais dans ses yeux, il faudrait que ce soit vraiment un plan de victoire. Il y a le chef de l'OTAN à l'instant qui se dit convaincu que les efforts américains en Ukraine, je le cite, finiront par rétablir la paix en Europe. Et si ça ne fonctionne pas, que se passera-t-il ? Les Américains vont continuer de mettre la pression, en particulier sur l'Ukraine, pour aboutir à un accord. Le gros risque, c'est l'arrêt de la fourniture de renseignements américains à l'armée ukrainienne, qui serait très difficile pour Kiev. Ces renseignements sont essentiels pour assurer la défense de l'Ukraine. En attendant, les Ukrainiens continuent de se battre. Ils frappent les infrastructures pétrolières russes, les bateaux qui transportent du pétrole russe, avec une certaine efficacité. La semaine dernière, Rosneft a annoncé, c'est la plus grosse compagnie de pétrolière russe, à avoir baissé ses revenus de 70% au cours des 9 derniers mois de l'année par rapport à la même période de l'année dernière. Et elle a expliqué cette perte de revenus par les mesures de sécurité nécessaires du fait des attaques sur ces installations. Mais bon, pour continuer à se battre, l'Ukraine a besoin du soutien de ses alliés. Les Européens disent qu'ils se tiennent de manière infaillible aux côtés de Kiev, mais ils ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord pour mobiliser, par exemple, les avoirs russes gelés sur le vieux continent. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Volodymyr Zelensky fait cette tournée actuellement en Europe. Voilà, qui constituerait un levier évidemment important pour parler et convaincre dans le même temps la partie russe. Merci beaucoup.